Mi invitado de hoy es un caballero elegante, atento y discreto, un enamorado de la ciudad de Tánger a la que llegó en 1993 y que hoy en día conoce cada rincón de la ciudad. Ha vivido en varios países árabes, pero Tánger es y seguirá siendo la musa de este escritor. Para la entrevista, Philippe Guiguet nos recibió en su casa en la Medina de Tánger, una casa que huele a cedro y a aromas sofisticados. Y es así como fue mi encuentro con él. Je suis français, je suis né dans les Alpes, dans les montagnes, dans le sud de la France, une région très montagneuse. Avant de venir au Maroc, j'étais simplement étudiant. Alors j'étais étudiant, j'étais en doctorat de sciences de l'art à Paris 1. Et en tant qu'étudiant, j'ai longtemps travaillé comme lecteur chez un grand éditeur parisien. Lecteur, c'est-à-dire que je lisais les manuscrits. J'étais le premier filtre quand un auteur envoie un manuscrit dans une maison d'édition. J'étais l'équipe du premier filtre. On était une dizaine à former l'équipe des lecteurs. Donc j'étais déjà très investi dans la littérature. Mais je suis arrivé à Tanger, j'étais très jeune, j'avais 23 ans. J'étais encore étudiant. Je suis arrivé en 1993. Depuis, j'ai un peu voyagé, mais Tanger est toujours resté ma résidence principale et ma base de vie. Quand je retourne chez moi, où que je sois dans le monde, quand je retourne chez moi, je reviens à Tanger. Quand je vais en France, je vais chez mes parents. Je dirais que ma raison principale, plus le temps passe, plus je vieillis, plus je me connais, plus je dirais que parce que mes racines sont là. Je suis né en France, mon père est d'une vieille famille française, ma mère vient d'une vieille famille italienne, mais moi je sens que mes racines sont dans le monde arabe, au Maroc, tout aussi bien qu'en Palestine, au Liban, en Égypte, en Algérie ou en Tunisie, en Libye, je suis de là. C'est mon monde à moi. Ça, c'est la raison principale. Je me suis, très jeune, enfant, identifié à cette culture et à ces pays, à cette façon de vivre, à cette sensibilité. Maintenant, pourquoi je suis venu vivre ici? Parce que j'aime être ici et que je ne me verrai pas vivre ailleurs. Je suis malheureux quand je suis ailleurs. Et le Maroc est un pays, dans toutes les propositions du monde arabe, est quand même un pays qui est proche de l'Europe, qui est facile à vivre, qui est très ouvert, qui offre beaucoup de liberté, qui a l'habitude maintenant qu'il y ait des personnes d'une autre culture qui y vivent, qui a l'habitude d'une certaine mixité. Et donc, on peut très facilement se sentir bienvenu au Maroc. Et c'est la meilleure des raisons pour laquelle on peut vivre ici, je crois. Je vivais à Hafa, qui est le plus bel endroit du monde. En plus, j'avais la maison qui était juste en dessous du cimetière de la nécropole phénicienne, la première maison. Ce qui veut dire que ma vue, la vue du studio, c'était une toute petite maison que je louais. C'était le bleu du détroit, le violet de l'Europe et le bleu du ciel. J'avais ça 8-10 mois par an, avec un bout de la falaise, Hafa, justement, qui passait devant ma fenêtre et qui était avec les champignons et le lichen jaune. Ça faisait jaune, bleu, 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 bleu. C'était la plus belle vue du monde, la plus émouvante. Mais le problème quand on habite à Hafa, c'est qu'on habite face au nord, sur la mer, et quand à Tanger il peut pleuvoir pendant 3 mois en hiver, je vivais dans une humidité permanente, tous mes tissus, tous mes tapis étaient moisis, impossible de réchauffer la maison. Donc mes parents se sont dit, Philippe a décidé de rester vivre au Maroc. Si on le laisse à Hafa, il va mourir de froid, d'humidité, d'une pneumonie ou quelque chose. Donc on va lui offrir une maison pour ses 30 ans. Et ils m'ont dit, tu trouves une maison placée plein sud avec une façade au soleil, dans la Médina où tu veux, mais d'un accès pas trop compliqué non plus. Et si tu trouves cette maison, on te l'offre comme cadeau pour tes 30 ans, à condition qu'elle soit pas trop chère aussi, bien sûr. Et donc ça a été mon cadeau pour mes 30 ans. Voilà. Ce qui m'a définitivement installé ici. À partir du moment où on a une maison quelque part, et que la maison n'est pas juste une résidence secondaire, mais c'est sa maison, qu'on l'a construit, on l'a
on la décore, on l'investit comme étant soi-même, on décide vraiment de s'installer. J'avais une habitude du monde arabe, en tout cas quand j'étais enfant, on venait très souvent avec mes parents en vacances, soit au Maroc, soit en Tunisie et même une fois en Algérie. Donc je n'ai pas été surpris par ce que j'ai trouvé, je connaissais. Cela dit, quand je suis arrivé en 1993, c'était un voyage, un coup de tête, j'en avais marre de Paris. J'ai pris le premier train, je suis arrivé en Espagne et là je me suis dit non, il faut que j'aille au bord du désert pour réfléchir à ce que je veux faire plus tard. Et je prends le bus qui m'amène jusqu'à Algeciras. Là, je prends le bateau, j'arrive à Tanger, je me dis c'est là que je dois vivre. Donc c'était une ville un peu difficile. Mais derrière cette ville d'apparence difficile, parce qu'elle avait été un peu abandonnée, il y avait la vraie Tanger, celle qui ressort aujourd'hui, celle qui renaît derrière, de sous ses cendres. Et cette ville-là, c'est une ville de culture, de personnages, une ville de beauté avec ses bouffées de bleu, ses paysages incroyables, le vert des acacias, le chergui et ce tournis qu'il donne un petit peu. Cette ville qui est aussi un très beau décor, habité par des personnages qui très souvent sont très spéciaux. Les Tangérois sont des gens particuliers et les étrangers qui viennent s'installer à Tanger sont aussi très souvent des gens particuliers. Ce sont des artistes, ce sont des intellectuels, ce sont des gens sensibles qui eux-mêmes sont des personnages, des acteurs de récits, de fiction, de romans. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est une histoire qui me plaît et j'ai envie de rentrer dans cette histoire. Je m'étais donné 2 ans, le temps d'achever ma thèse de doctorat, que je n'ai d'ailleurs jamais achevée. Et au bout de 2 ans, je me suis dit non, tant pis pour mon doctorat, tant pis pour ma carrière d'universitaire. Là, on n'a qu'une vie, l'important c'est de vivre et je veux vivre ici. Donc j'ai fait le choix de rester. Il y a la différence de culture fondamentale, mais ça c'est pas de la difficulté, au contraire c'est du plaisir de rencontrer l'autre et sa différence et d'apprendre des choses. En fait, mais les grosses difficultés que j'ai eues, c'est les difficultés liées à moi, à ma jeunesse. J'étais jeune, j'étais un gamin. Et donc apprendre à grandir, c'est tout. J'ai dû apprendre à travailler, j'ai dû apprendre à m'assumer, j'ai dû apprendre à m'organiser, j'ai dû apprendre à être très carré, j'ai dû apprendre à vivre. Et ça, c'est apprendre à vivre dans un écrin comme Tanger, avec la petite difficulté supplémentaire de la différence de culture. C'est un challenge qui est encore plus intéressant, mais c'est ce que tout un chacun, tout le monde doit faire dans la vie. J'ai dû, voilà, la difficulté que j'ai eue, c'était moi. C'est tout. Soy amigo de Felip hace casi 5 años. Nos gusta hacer muchas cosas y tenemos muchos puntos en común. Veo que Felip sí está muy integrado en la comunidad tangerina, tiene una buena relación con sus vecinos, con sus amigos marroquíes aquí. A veces cuando nos encontramos en alguna fiesta o algún evento, yo con mis amigos y él con sus amigos, pues se integra muy fácilmente, tiene una personalidad muy divertida y se integra muy bien. Aunque hace más de 20 años que está aquí, todavía no habla darija. Esto es la única cosa que debe hacerlo, pero se entiende perfectamente con la gente que no habla francés o no habla inglés. Moi, je ne vois pas que la cohabitation, en tout cas religieuse, pose problème. Je sens que certaines personnes peuvent être un peu Il y a à Tanger, comme à Paris, comme à Séville, du racisme. Bon, mais certainement beaucoup moins à Tanger que dans les villes européennes. Et je sens de temps en temps que des personnes en ont marre de voir ces Français arrogants qui se baladent dans la rue et qui donnent des leçons à tout le monde et qu'il y a besoin un petit peu de souffler. Et il y a beaucoup d'étrangers dans ce pays. Et je trouve que les gens, les Marocains, supportent tous ces étrangers avec beaucoup de gentillesse et de patience surtout.
Mais ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de différence culturelle et peut-être un problème de manque de savoir-vivre des étrangers qui sont ici, qui sont des gens qui ont... C'est une émigration économique opposée, c'est des gens qui ont souvent de l'argent et qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient qu'ils peuvent tout se payer et qui peuvent tout demander à leur entourage et donner des leçons. Pour moi, ça c'est un vrai problème, mais ce n'est en tout cas pas... c'est un vrai problème pour les Marocains qui doivent supporter ça. Mais ce n'est pas un problème religieux. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, qui m'ait fait ressentir que j'étais différent, inférieur, quoi que ce soit parce que je suis catholique. Et j'ai des amis juifs qui vivent à Tanger et ils vivent avec le même confort, qui vivent au Maroc, ils se sentent au Maroc dans un confort et une sécurité totale. Comme à Tanger, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, notamment liées aux livres, en ayant dirigé la librairie des Colonnes pendant 2 ans, au moment où la librairie allait très mal, parce que en tant que journaliste, j'avais créé mon propre journal avec Mounira Bouzid El Alami. J'avais une expérience à la fois d'entrepreneur, à la fois sur le livre, à la fois sur l'information, à la fois sur le management. J'ai été repéré et j'ai été embauché par le ministère français des Affaires étrangères en tant que contractuel, donc je ne suis pas fonctionnaire, très loin de là, très loin de là, pour diriger l'Institut français de Tripoli, en Libye, au moment de l'ouverture de la Libye, quand Muammar Kadhafi avait décidé d'ouvrir la Libye pour en faire une nation parmi les nations et essayer de rompre un peu avec ce statut très particulier qu'avait ce pays. Et cette expérience de 10-12 ans que j'avais déjà passée au Maroc en tant qu'entrepreneur m'a permis de très vite m'insérer dans le tissu entrepreneurial, dans le tissu culturel, dans le tissu associatif de la vie à Tripoli. Et ça s'est très bien passé tout de suite. J'ai compris tout de suite comment ça devait fonctionner. La Libye étant un pays très particulier, avec une culture très particulière. Les Libyens sont les gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie et les plus fidèles, d'une fidélité incommensurable, incroyable. Mais ça reste quand même un pays très aride, très austère, très simple, culture bédouine très forte, que je ne connaissais pas, parce que le Maroc est tout sauf bédouin. Le Maroc, c'est une épaisseur civilisationnelle, urbaine de premier ordre. C'est l'opposé même du bédouinisme. Mais il y a quand même une expérience du monde arabe que j'ai pu utiliser. En revanche, quand j'ai été appelé pour travailler à Ramallah, on m'a demandé est-ce que vous voulez aller à Ramallah, est-ce que ça vous dit c'est très difficile? J'ai dit tout de suite, immédiatement, oui, j'y vais. Et donc, 3 mois, 4 mois après, j'ai pris mon poste directeur de l'Institut français de Ramallah. Et mon prédécesseur était resté quelques jours pour me montrer la ville et le centre que j'allais diriger. Il m'a un peu promené et au bout de 5 jours, j'avais tout compris. Je savais comment ça marchait. J'avais tout compris du fonctionnement de la ville et de la culture en Palestine. Pourquoi? Parce que j'avais auparavant eu l'expérience de Tanger, l'expérience du Maroc et l'expérience de la Libye. Après, il y avait des particularismes énormes, extrêmement importants en Palestine, mais ce n'était pas lié aux Palestiniens et au fonctionnement des Palestiniens, c'était lié à une situation d'occupation, de guerre, de violence, mais ce n'était pas à cause des Palestiniens. J'ai pu vivre avec eux comme je vis ici avec mes amis et mes voisins marocains. J'ai des petits chiens que j'aime beaucoup et je dois les promener, je dois les sortir tous les jours. Alors j'ai une promenade obligatoire pour 3 de mes chiens le matin, où je les amène se promener dans le voisinage, dans la Casbah, sur les bords de la Casbah, un chemin qui s'appelle Bouknadel. C'est comme Hafa, le Hafa où j'ai vécu, c'est au-dessus du détroit. Alors le matin, je sors de chez moi, et j'ai ce balcon sur la mer
avec l'Espagne. Certains jours, on voit l'Espagne, d'autres jours, on ne la voit pas. Certains jours, c'est parfaitement net, on voit Gibraltar. D'autres jours, on voit que du brouillard avec la mer qui est parfaitement plate, bleue devant. Enfin, tous les jours, c'est un spectacle différent. Et j'ai la chance, grâce à mes chiens, d'être obligé de sortir tous les matins et tous les matins d'assister à ce spectacle. Et ça, c'est un trésor incommensurable. Et c'est une petite promenade d'une demi-heure, mais pendant une demi-heure, je me charge, je me remplis de cette beauté, de cette poésie. Et après, je peux rentrer chez moi et je peux commencer à travailler. J'ai vu un des plus beaux cadres du monde, un des plus beaux paysages du monde, et je peux travailler à la poésie et parler de la beauté du monde dans ma poésie et parler de la douleur du monde, de la souffrance, parce que j'ai eu toute cette beauté qui m'a enrichi dès le réveil avec la promenade de mes chiens. Mais ensuite, l'après-midi, 3 fois, 4 fois par semaine, je vais encore promener mes chiens. Ça, c'est une étape sportive. Et je les amène sur l'Atlantique, au Cap Spartel, à Chakar. Et là, c'est les promenades de bord de mer, 1 heure par jour, avec les vagues, la solitude. Dès qu'arrive le printemps, la fin du printemps, les premiers touristes, mes chiens aboient, ils ne sont pas contents parce que c'est notre plage à nous, on y est tout seul, avec 2 ou 3 pêcheurs maximum tous les jours. C'est un grand moment de magnifique solitude au bord de cet océan qui est somptueux. Parfois, comme en ce moment, la mer est très haute, il faut patauger, il y a de l'eau partout. On ramasse des coquillages, les chiens courent, on aboie. Et on a cette dimension cosmique immense. On a l'univers pour nous, rien que pour nous. C'est somptueux. Et ensuite, effectivement, je me promène tous les jours en ville. Je suis un grand marcheur, j'aime marcher. J'utilise très peu mon automobile. Et c'est le meilleur moyen, d'abord pour bien penser. Comme disait Nietzsche, les bonnes pensées ne viennent qu'en marchant. On n'a pas de bonnes pensées en étant assis. C'est dans la dynamique, dans le mouvement, dans la marche, dans l'effort d'aller, d'arpenter que la pensée se forge d'une façon intéressante. Et parce que c'est la curiosité, c'est la découverte avant tout. Et donc je fais effectivement une photo par jour que je diffuse sur Facebook dans une chronique que j'ai appelée cette année 16, parce qu'on est en 2016, et qui fera l'objet, cette chronique, d'un petit livre qui sera publié début 2017 chez Forgeray Éditions. C'est mes chroniques, une image par jour avec un commentaire sur ce que je vois à Tanger et partout ailleurs dans le monde où je suis quand je voyage un peu. Je sais que je fais partie des premières personnes à m'être battue pour le patrimoine à Tanger. Les gens n'avaient pas vraiment conscience que le patrimoine ancien, les monuments, à part quelques grands monuments phares, comme les grottes d'Hercule, comme le phare du Cap Spartel justement, comme le musée de la Casbah, c'est évident que ça a une valeur importante. Mais après des petites choses, une fontaine, une maison, on n'avait pas conscience que c'était une richesse nationale, la richesse de chacun et qu'il fallait se battre pour garder ce patrimoine. Et je me suis beaucoup battu, je travaillais aux Nouvelles du Nord, le journal de Jamal Amiar à l'époque, et j'avais quasiment une chronique, chaque semaine je parlais d'un monument, d'une maison, pour les défendre parce qu'ils faisaient partie de la mémoire de ce pays et qu'on ne peut pas se construire de futur, d'avenir si on ne sait pas garder sa mémoire. Je me suis beaucoup battu là-dessus. Et j'ai beaucoup aussi reçu de gens importants, de journalistes, d'écrivains, d'artistes, et on m'a demandé de leur présenter cette ville et je leur ai fait comprendre cette ville. Je leur ai donné accès, l'intelligence de cette ville. Et je pense que beaucoup de gens sont tombés amoureux de Tanger grâce à l'approche que je leur ai donnée. Beaucoup de gens ont acheté des maisons parce qu'ils ont habité dans ma maison d'hôte, ils y ont séjourné à Darnour et ils sont tombés follement amoureux de l'idée d'avoir eux aussi une maison à Tanger. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui adjoints
Alain Juppé, qui sera certainement président de la République française, et donc qui seront proches du futur président de la République française, qui ont acheté une maison dans le voisinage parce qu'ils sont tombés fous amoureux de ma maison d'Arnour. Ils sont tombés fous amoureux de Tanger, dans ce Tanger où j'ai été un premier maillon qui a permis d'aider à comprendre comment la ville fonctionne. Et puis je pense aussi que je respecte tellement mes amis, aussi populaires soient-ils. J'ai beaucoup plus d'amis populaires que des amis plus sophistiqués. Je respecte tellement mes voisins que j'ai aidé à faire se comprendre et s'aimer deux cultures différentes, l'Occident. Quand je suis arrivé il y a 23 ans, on était encore dans le traumatisme du colonialisme. Et j'ai beaucoup travaillé pour faire comprendre quelle était la richesse du monde arabe en Occident. J'ai reçu des grands personnages comme Thierry Fabre, qui a créé le musée de la Méditerranée à Marseille, beaucoup de journalistes, pour leur faire comprendre quelle était la richesse et la force du monde arabe, et que le traumatisme colonial où on arrive et on pille tout devait être dépassé, et qu'on devait comprendre que le monde arabe, et particulièrement le Maroc, puisque c'est là que je vivais, étaient des pays qui étaient des trésors, et qu'il fallait préserver ces trésors, et qu'il ne fallait pas les traiter avec mépris. Je me suis beaucoup battu pour ça. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est très différent et extrêmement violent, aujourd'hui, ma connaissance du monde arabe me permet de m'engager, notamment dans les réseaux sociaux, mais aussi dans quelques associations françaises, pour que la France et l'Europe, mais la France particulièrement, ne virent pas dans une politique raciste, dans une politique de haine, comme elle aurait tendance à le faire. On est en train de flirter avec des fascismes en France qui me font très peur, très peur. Et des gens comme moi, qui connaissons très bien le monde arabe, qui connaissons très bien le Maroc, on est là un peu comme des pare-fous. Je ne sais pas si on peut être utile, si ce que l'on fait, notre engagement, notre parole, la diffusion d'informations que l'on fait peut être utile, mais on est là pour montrer que si aujourd'hui il y a des problèmes avec Daesh, si aujourd'hui il y a des problèmes de terrorisme, si aujourd'hui il y a des problèmes d'extrémisme, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça le monde arabe. Le monde arabe, dans 99,9% de sa composante, c'est très grande majorité, beaucoup de tolérance. Quand ce n'est pas le cas, beaucoup de patience, mais c'est jamais du crime, c'est très rarement du crime. C'est autant du crime qu'il y a du crime de l'autre côté européen. Et on est là, nous qui sommes des experts des deux cultures, pour faire le maillon, pour que les deux cultures se comprennent. J'aime le sourire de mes voisins, la gentillesse de tous ces gens qui me disent bonjour tous les matins quand je vais promener mes chiens. Et le sourire, il y a de moins en moins de sourires en Occident. Au Maroc, il y a toujours de sourires. Des gens qui sont pauvres et qui rient, il y a beaucoup de rire, il y a encore du plaisir. Et tant qu'il y a du plaisir, il y a de la vraie richesse. C'est pas d'avoir une grosse voiture, c'est pas d'avoir une maison avec 3 étages. La richesse, c'est d'avoir encore l'énergie et le plaisir de rire de la vie. Et ici, on l'a. Et c'est une leçon quotidienne, c'est une leçon que je prends tous les jours. Et puis c'est cette énergie d'une jeunesse. Le Maroc, c'est 50% de la population qui a moins de 25 ans, je pense. Et c'est une énergie folle qui vous porte, qui vous permet de tenir. En étant dans la rue, en étant dans ce pays, on le sent profondément. On n'est pas dans un pays de vieux, on n'est pas dans un pays vieillissant, on est dans un pays de futur, d'avenir. Puis c'est tout l'espoir qu'il y a ici, qu'on a peut-être beaucoup moins en Occident maintenant. Et bien sûr, il y a les parfums, et bien sûr, il y a les épices, les saveurs, et bien sûr, il y a tous les plaisirs que l'on peut trouver en Orient, alors qu'ici, on est vraiment en Occident. Mais tous ces plaisirs. Mais ça fait partie du pittoresque dont on jouit chaque jour, c'est bien évident. Mais l'important, c'est quelque chose de beaucoup plus vital, c'est le vital. Et c'est l'énergie de la vie que l'on retrouve ici, qui est essentielle. Sous le vent de sa terrasse, devant la plage,
bruissant des canisses de vieux roseaux, des lampions éteints qui quêtent sous la brise. La mer brûle et le ciel saigne. Les dernières lueurs saluent votre monde. Depuis que je suis enfant, je voulais écrire. Et il est vrai que je pense que beaucoup de gens dans la vie peuvent écrire, mais on est pris par l'énergie du quotidien, aller au travail, travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour, rentrer à la maison, devoir faire un peu de ménage, faire à manger, voilà. Et que dans toute cette énergie, on n'a pas le temps de se retrouver soi-même pour pouvoir reconstituer son univers, y entrer, creuser et en sortir de l'écriture. Et il aura fallu que je passe par toutes les étapes d'une vie, tout simplement. Justement, être journaliste en faisant 4-5 articles par semaine, donc c'est quasiment un bouquin par mois. Directeur de journal, alors là, à la fin, on n'avait plus de budget, donc j'écrivais la moitié du magazine tout seul. Que dis-je, la moitié? Les 80%. Donc là, j'écrivais encore un bouquin par mois, mais c'était du contingent, c'était de l'actualité. C'était pas ce que je voulais chercher au plus profond de moi-même. Quand je dirigeais la librairie des colonnes, je m'ennuyais. C'était un travail assez ennuyeux parce qu'il fallait porter des cartons de livres, il fallait attendre des clients, il fallait vendre des livres comme on vendait des boîtes de conserve et pas tellement créer une librairie, un espace culturel avec la passion. On ne m'avait pas laissé l'espace de la passion. Quand j'ai créé Darnour, j'en suis occupé à 1000%. Quand j'ai créé la maison d'hôtes, j'ai dû d'abord faire pas moi, mais tout le temps sur le chantier, avec du travail de maçonnerie, du travail d'électricité, puis ensuite du travail de décoration, puis ensuite du travail de ramener les gens, de leur montrer la ville, de partager ma passion pour cette ville. C'était aussi ça, cette maison, c'était une passion pour la ville, c'était pas seulement la maison elle-même. Et ça me prenait 100% de mon temps. Et d'un seul coup, j'ai eu tout mon temps pour moi. J'aurais pu décider de chercher un autre travail, ce qui aurait été quand même difficile. Mais j'ai eu mon temps. Et il m'a fallu 2 ans pour me vider de tout le traumatisme du travail d'administration que j'ai fait pour les autres et me retrouver ce que j'avais d'essentiel en moi pour me lancer dans l'écriture. Alors c'est pas une écriture légère, c'est une écriture compliquée, c'est une écriture difficile d'introspection, une écriture où on creuse comme on creuse un puits et où on va chercher des choses très 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 au fond. Et j'ai eu la chance d'avoir mon temps. Dans mon temps, j'ai pu retrouver mon espace et ce que je suis de plus profond et j'ai pu aller le chercher pour le transformer en écriture. C'est un énorme luxe, c'est une énorme chance. Et ce qui est très amusant, c'est que quoi que je fasse, quel que soit le projet d'écriture que j'ai, depuis les 6 livres que je viens d'écrire en quelques années, là, il y a toujours Tanger. Dans un bout du livre, à un moment, on croise toujours Tanger. Je pense qu'on écrit bien et véritablement et réellement et avec justesse que ce que l'on est soi-même. Et je suis une partie de Tanger. Tanger, c'est moi. Et donc, on retrouve Tanger tout le temps à un moment dans mes écrits. Tanger m'inspire dans le sens où je parle beaucoup de ces décors. Je parle beaucoup obsessionnellement du Chergui, obsessionnellement du détroit, obsessionnellement de la confusion des 2 eaux, obsessionnellement du chemin de Boucnadel au-dessus. Je reprends les personnages de mes voisins, ça devient des personnages de mes écrits. Il y a en ce moment Djihad le pêcheur, Djihad le jeune pêcheur qui revient tout le temps dans ce que j'écris. Amir qui est un jeune qui s'appelle Allah en fait, du quartier. Je l'ai transformé en Amir et il se transforme en vieux cerf pendant la nuit qui se promène dans la Médina.
Il y a toute une série de mes voisins qui rentrent aussi dans mes écrits. Mais fondamentalement, il y a quelque chose de l'identité de Tanger qui est rentré, qui est devenu quelque chose de mon identité et qui devient quelque chose de l'identité de mon écriture. Alors est-ce que c'est un mystère, une mélancolie, une espèce de tristesse, une espèce de... Mon écriture, elle est dans le même ton, dans la même ambiance que ces gens qui sont assis à Hafa, sur le rocher, et qui regardent l'Espagne, qui regardent le détroit, cette espèce d'attente, de tristesse, de mélancolie, mais qui est aussi pleine de choses très 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 belles et très profondément joyeuses aussi, profondément pleines. Ces moments où on est plein de sérénité, plein de tranquillité, on est assis sur une falaise, on regarde la mer. Une grande partie de mes écrits, c'est ça. Et ça, c'est une identité de la ville aussi. 80% de mes souvenirs sont tangérois. 80% de mon imaginaire est tangérois. On va dire 70%, 20%, c'est la Palestine et 10% la Libye. Voilà. Mais oui, ma vie, ma tête, mon background, tout ce qu'il y a là derrière, chez moi, c'est Tanger. C'est des couleurs, des bleus, des froids, des salpêtres. C'est l'Arbi Yacoubi, aller boire un verre avec l'Arbi Yacoubi. C'est le rire de Gilali Fahati. C'est le rire de Stéphanie Sweet qui était consul de Grande-Bretagne. C'est les restaurants, les saveurs. C'est la vue sur la terrasse, sur le port. C'est en descendant la rue Velasquez à 3h du matin quand il y a du brouillard. Et que, voilà, c'est tout l'univers tangérois qui alimente mon imaginaire. Je n'ai que des souvenirs à Tanger. Et toute ma vie, c'est des souvenirs de Tanger, des images en moi. Et c'est ma richesse. Ah, j'aimerais bien mourir à Tanger et être enterré ici. Ça, c'est les grands projets d'avenir. Maintenant, pour le petit quotidien, j'espère pouvoir continuer à écrire tant que j'ai des choses à dire, rester ici en bon terme avec mes voisins et écrire jusqu'à ce que j'ai plus rien à dire. Et le jour où j'ai plus rien à dire d'important, avoir le courage d'arrêter d'écrire, parce que c'est un courage aussi. On peut continuer à écrire pour rien dire, mais avoir le courage d'arrêter d'écrire et de passer ma vie à ne plus rien faire. Et puis voilà. Mais le grand projet, oui, j'aimerais bien être enterré à Tanger. Au cimetière de Boubana, à côté de mon ami Joe McPhillips. Entre Joe McPhillips et Louise de Meuron, ce serait un beau futur.